Et pour l'heure, place à l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite Yves Pérez, auteur du livre « Les vertus du protectionnisme ». C'est publié chez l'Artilleur. Alors écoutez, j'ai reçu votre livre, Yves Pérez, vous êtes économiste, je rappelle, vous êtes professeur et doyen de la faculté de droit, économie et gestion de l'Université catholique de l'Ouest à Angers, et vous enseignez actuellement aux écoles militaires de Saint-Cyr, Coët-Quidan. C'est-à-dire, ça ne fait pas de vous un non-expert en la matière, et vous dites quand même, alors, et vous y allez fort quand même, vous dites, mais écoutez, le protectionnisme, eh bien c'est pas mal. D'ailleurs, vous savez, vous dites, et ça je vous avoue que, même pour moi ça a été une relative découverte, le protectionnisme en France, il y a eu un siècle de protectionnisme, jusqu'en 74, et ça n'a pas si bien marché. Alors expliquez-nous. Écoutez, la France est entrée dans le protectionnisme dans les années 1880-90, exactement une décennie un peu de transition entre le libre-échange qui avait prévalu sous Napoléon III, et ensuite ce qu'on appelait le tarif Méline à partir de 1892. Mais donc il y a eu une décennie de transition. Oui. La France était plongée dans une grande dépression agricole. Alors donc dans ces années-là, fin du 19e siècle. Oui, parce que les blés du Nouveau Monde, ce qu'on appelait les blés du Nouveau Monde, Canada, États-Unis, Argentine, arrivaient avec la navigation à vapeur. Il y a eu la révolution de la navigation à vapeur et les chemins de fer, arrivaient en Europe, et la France a été frappée de plein fouet par des blés qui étaient beaucoup plus compétitifs que les siens. C'est ça. Donc ça a entraîné moindre prix, etc. Oui. Ça a entraîné une baisse du niveau de vie, du pouvoir d'achat, du niveau de vie des paysans, qui à l'époque étaient encore très importants dans la société. C'était quoi en proportion dans les années à peu près On était à peu près à 40-45% de la population active par rapport dans à 3% aujourd'hui. Ouais, oui, donc c'est énorme. Hein. D'accord. Et donc à l'époque, il y a eu une crainte d'une sorte de dislocation du tissu socio-politique, surtout à une époque où la République venait de s'instaurer et cherchait à gagner les paysans. C'est Jules Ferry qui avait dit « Nous sommes une république de paysans ». Sans les paysans, il n'y avait pas de république, évidemment. À l'époque, le problème ne se posait pas, d'une certaine façon. Ouais. Donc, la mise en place d'un protectionnisme qui, au demeurant, a été assez modéré vis-à-vis de l'extérieur, a permis de sauvegarder les structures de l'agriculture française et de commencer, je dirais, une modernisation lente, une modernisation progressive, qui a été moins rapide, évidemment, que ce qui s'est passé en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Alors, mais qui a eu lieu, quand même. Mais qui a eu lieu, mais progressivement, avec un deuxième élément, c'est que les Français émigraient très peu, alors que les îles britanniques ont peuplé le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Idem pour l'Allemagne. Les paysans allemands ont beaucoup immigré vers... Pas les Français. Mais pas les Français, très peu, très peu. L'art de vivre à la française jouait un peu plus. Il y avait un attachement des paysans à leur terre, incontestablement, alors que dans les pays voisins, il y a eu davantage de... Mais c'était, Yves Pérez, une vraie politique protectionniste. Je ne dis pas un protectionnisme dur, vous l'avez dit, c'est modéré, mais c'était une politique protectionniste. C'était une politique visant à protéger l'agriculture française, parce qu'elle était source d'emploi, de revenus, pour une large partie de la population, qu'à l'époque, toute une partie des débouchés industriels étaient absorbés par cette paysannerie. Donc, par conséquent, l'objectif, c'était de stabiliser l'économie française, qui s'est produite. La croissance... Il y a eu une crise de croissance entre 1873 et 1896. À partir de 1896, la France a redémarré jusqu'en 14. C'est ça. Et là, il y a eu une belle phase de croissance. C'est ce qu'on appelle la belle époque. Il y a une belle phase de croissance qui a profité, je dirais, à de larges couches de la population française. Ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale et ses conséquences. Alors, bien sûr, qui a été une rupture terrible, on ne le dira jamais assez. Et donc, ensuite, après, la France a connu un protectionnisme d'expansion pendant les années 20, la phase de reconstruction, et qui bien sûr s'est achevée en 29 avec l'éclatement de la crise de 29. La grande crise, Même si la France a été moins touchée parce qu'elle était moins ouverte sur le commerce mondial que l'Allemagne et les États-Unis. Et ça a duré comme ça jusqu'en 40, 45 Ça a duré jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 58. Il y a eu une ouverture des frontières, mais très mesurée. C'était l'Europe des 6. Donc la petite Europe, avec un tarif extérieur commun aux frontières, c'est ça. Oui, donc qui protégeait l'industrie et l'agriculture.
Et le général avait été très clair, comme il savait l'être sur ces genres de sujets. Il avait pratiqué la politique de la chaise vide en disant s'il n'y a pas un tarif extérieur commun pour protéger notre agriculture, la France ne siégera pas dans les instances européennes. Oui, il a été très très clair là-dessus. Très clair. Et il nous a d'ailleurs, ça n'a pas duré assez longtemps, on va en parler. De Gaulle était quand même assez visionnaire là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, dans cette Europe-là, on n'était pas dans une rupture par rapport à la période antérieure. Hein. Il y avait une sorte... cette petite Europe, oui. Il y avait une sorte d'ajustement, d'évolution réelle, hein, mais sans rupture, je dirais. La rupture a commencé à partir de 1974, donc c'est l'élection du président Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Et là commence une autre période, je dirais quelque part, où l'Europe va s'agrandir, hein, c'est l'entrée des Britanniques avec l'Irlande et le Danemark. Et puis tous les autres. Hein. Et puis tous les autres qui vont suivre après. 28. Donc l'Europe change complètement de dimension. Et la place de la France à l'intérieur de cette Europe également, hein, de facto. On va continuer à en parler, Yves Pérez, c'est passionnant justement, parce qu'on va parler d'aujourd'hui et de ce qui se passe aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Une indépendance sur cette radio qui fait plaisir à entendre, où il y a des vrais avis qui sont émis. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Jacques Maillot, il est le dernier représentant de la génération des chansonniers à succès des années 70 à 2020. Il continue plus que jamais à se moquer d'une actualité avec une troupe qui, comme lui, a adopté le slogan de Sud Radio, parlons vrai. Jacques Maillot est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Pour la Saint-Valentin, Sud Radio vous offre des moments uniques à deux. Visitez les plus beaux châteaux en amoureux et vivez une expérience incroyable. Écoutez dès votre réveil le Grand Matin Sud Radio et gagnez votre passe Patrimoine Duo. Le passe Patrimoine Duo pour visiter plus de 400 monuments en illimité entre la France et la Belgique. Info patrivia.net. Bonne Saint-Valentin avec Sud Radio. Donc, la publicité Direct Assurance nous montre un client qui fait un bisou sur la joue de son conseiller, le prend dans ses bras et... Non, ça va trop loin, ça. En fait, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce qu'on a à dire, c'est qu'en venant chez Direct Assurance, nos clients auto économisent en moyenne 235 €, sans compromis sur leur garantie. Et voilà, simple. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle « Ta-ta-ta-da-da ». Direct Assurance est intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Plus d'informations sur directassurance.fr. Sud Radio dans la Drôme, à Valence, sur 95.1. Histoire d'Or présente un amour d'histoire. Où est-ce que tu m'emmènes? Si je te le dis, ça sera plus une surprise. Comme ces cadeaux que tu caches derrière ton dos? Mais quel cadeau? Célébrez la Saint-Valentin avec la nouvelle collection de bijoux Histoire d'Or. Jusqu'au 17 février, une magnifique bougie offerte dès 99 € d'achat. Conditions en magasin et sur histoiredor.com. Histoire d'Or, votre histoire en bijoux. C'est le Leclerc Live. En France, un adulte consommerait en moyenne l'équivalent de 5 kg 400 grammes de café par an. Une statistique bien corsée. Et sans filtre, j'ajoute que du 11 au 15 février chez Leclerc, le paquet de 60 dosettes Senseo variété au choix, avec 34% de remise immédiate, est à 3,76 €, soit 9,04 € le kilo. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. André Berkoff revient dans une minute sur Sud Radio. Cofidis présente Préjugé numéro 11. Les offres alléchantes cachent souvent un loup. Ah ben non, en fait, il n'y en a pas. Jusqu'au 17 février 2020, Cofidis propose le prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est tout. Mais attention, plus que quelques jours pour en profiter. Rendez-vous sur cofidis.fr. Cofidis. Changez votre regard sur le crédit. Savez-vous qu'un bijou en or du manège à bijoux est toujours en or 18 carats 750 millième et toujours vendu à prix Leclerc? Et ça, c'est rarement le cas ailleurs. Alors si à la Saint-Valentin, vous voulez offrir un bijou en or 18 carats 750 millième vraiment pas cher, vous savez où le trouver. Pour exemple, le pendentif cœur en or jaune, gris et rose 18 carats 750 millième 0,67 grammes est à 45 € seulement. Le manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons effectivement notre conversation avec Yves Pérez. Un livre
capital, un livre important, Les vertus du protectionnisme. Et oui, il va à contre-courant. Il dit, attendez, mondialisation heureuse. Vraiment, protectionnisme, quel protectionnisme? On protège quoi? Nos frontières. Il parle surtout d'économie, mais enfin, le reste suit. Yves Pérez, on en est arrivé à 74, et donc, effectivement, crise du pétrole, hein, rappelons-nous, guerre du Kippour, quadruplement du prix du pétrole, etc. Et au fond, et une Europe qui est déjà très agrandie, bien sûr. Et au fond, qu'est-ce qui se passe chez nous, en Europe en général et en France en particulier? On continue cette politique libre-échangiste, en tout cas, on l'instaure plutôt. Alors, on l'instaure à partir de 74. Et là, il y a vraiment une rupture, hein, que d'ailleurs le prix Nobel français d'économie Maurice Allais avait souligné déjà à son époque. Il avait bien montré. Il y a une rupture, hein, à partir de 74. La France s'ouvre de plus en plus d'abord à l'intégration économique européenne, au libre-échange et à la mondialisation. Et donc, c'est l'idée, hein, de Valéry Giscard d'Estaing, la France ne pèse qu'1% de la population mondiale, oui, donc bien sûr. Il faut s'ouvrir, etc. Voilà. Et alors, on va de plus en plus chercher à l'extérieur des marchés. On va abandonner, je dirais, un petit peu l'idée d'un développement auto-centré, j'allais dire, où le marché national pèse d'un certain poids, avec un certain équilibre entre le commerce extérieur et le marché intérieur. Et on va mettre vraiment la priorité des priorités, ça va devenir l'exportation, et notamment de plus en plus l'exportation au loin, l'exportation lointaine. C'est ça. La Chine qui se réveille, etc. La Chine qui s'ouvre à partir des années 80, oui, etc. L'Asie, etc. Toute l'Asie. Alors, avec, bien sûr, quelques succès indéniables, mais on s'aperçoit que la spécialisation de l'économie française repose sur des créneaux de plus en plus étroits, hein, l'armement. Merci mon général, pourrait-on dire, parce que ça c'est une des retombées de la période gaulliste. C'est également l'aéronautique. L'aéronautique, oui. Hein, les TGV, etc. Enfin, tout ce qui reste du ferroviaire, bien sûr, des trains à grande vitesse, et puis un peu l'automobile. Encore que, mais un peu l'automobile. Est-ce que vous faites rentrer là-dedans, enfin, ça c'est plus ardette français, tradition, le luxe, et le luxe. Alors le luxe, oui, ça a toujours été. C'est quand même une spécialité. Enfin, ça a toujours été de longue date, une spécialité, donc le luxe qui reste. Mais ça fait un nombre de créneaux extrêmement délimités. Hein. Le reste, on s'aperçoit que l'économie française a perdu des plumes, qu'un certain nombre de grandes entreprises françaises sont passées sous contrôle étranger. Le cas d'Alstom étant un cas tout à fait... La vente à la découpe dont parle Laurent Isard. La vente à la découpe dont a brillamment parlé Laurent Isard, tout à fait. Voilà, donc on a maintenant une économie, j'allais dire, réduite aux acquêts, autour de quelques créneaux qu'on cherche à pousser toujours plus à l'international, avec des difficultés. Parce qu'évidemment, il y a... et on a un déséquilibre extérieur très important, puisque c'est de l'ordre de 50 milliards d'euros par an. Oui. La balance du commerce extérieur est déficitaire, oui. Voilà. 50 milliards d'euros, vous avez raison de le souligner. Là où une Allemagne en petite forme fait quand même 150 milliards d'euros d'excédent. C'est ça, c'est Allemagne, 150 milliards d'euros d'excédent, France, 50 milliards de dettes, enfin de déficit. De déficit commercial. Mais dites-moi, que répondez-vous aux gens qui vous disent, enfin, aux fantassins de la mondialisation qui disent, oui, mais regardez, on vend quand même des tas de choses, nos produits français s'exportent, etc., etc. Sauf que ce que vous dites, ils sont plus français. Alors, ils sont plus rarement français. Et deuxièmement, on s'aperçoit des déséquilibres, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que aujourd'hui, toute une partie du territoire français, et on l'a vu avec autour du mouvement des Gilets jaunes, vit un sentiment d'abandon, parce que soit on a des emplois précaires, soit on a des poches de chômage, parfois de longue durée, je dirais, qui se sont cristallisées, et avec une désertification des services publics. Donc par conséquent, une partie de la population qui à peu près représente 40% de la population française, sinon plus, enfin, je me réfère un peu au livre de Gulli, de Jean-François Gulli. Oui, la France périphérique. La France périphérique qui donne à peu près 40-45%. Après, on peut ergoter. Dans ce qu'il disait, c'est considérable. C'est vrai, plus, quand vous dites travaux précaires, plus, pas seulement les campagnes, etc., plus petits ouvriers, artisans, etc., etc. Ça fait du monde, oui. Et donc cela, aujourd'hui, alors,
La question, Yves Pérez, parce que vous en parlez, d'ailleurs, vous concluez là-dessus, est-ce que c'est irréversible ou on peut encore, est-ce que la marge de manœuvre de la France, 1% de la population mondiale, et avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que c'est irréversible ou encore peut encore faire quelque chose? Vous savez, la France de la fin du XIXe siècle pesait 40 millions d'habitants. La France d'avant 14, aujourd'hui, elle en pèse 67. Donc, la population mondiale a augmenté un peu. Mais bon. Alors, je pense que ce n'est pas une question de poids, c'est une question de volonté politique. Il y a eu une volonté politique à partir de 1974 de s'intégrer dans la mondialisation. On a convaincu les élites, que ce soit les élites économiques, médiatiques, universitaires, que c'était la seule solution. La mondialisation heureuse. La mondialisation heureuse. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la mondialisation marque le pas, qu'on est à la fin d'un cycle, qu'il y a une tendance, je dirais, un peu au repli sur des zones économiques plus ou moins des fortes. blocs un peu, on peut dire. La Chine, les États-Unis, le Brésil, la Russie. On voit la Turquie, on voit des pays qui commencent à émerger et qui se protègent, qui protègent leur industrie, dans une tradition qui n'a rien de révolutionnaire, qui a toujours existé. Juste un exemple d'ailleurs que vous pouvez commenter. Vous savez que Boris Johnson a voulu fait un accord avec Huawei, le chinois, et il s'est fait engueuler de manière incroyable par Donald Trump. Absolument. Puisqu'il y a les Américains sont à couteau tiré, évidemment, avec les Chinois sur les problèmes de haute technologie de l'information, et notamment sur la maîtrise de la 5G. Donc il y a là une bataille qui s'est engagée de grande ampleur. Oui, et ce souverainisme économique que vous voyez, enfin disons pas patriotisme, mais comme un souverainisme de bloc, il est appelé à se développer, d'après vous? Je pense qu'il est appelé à se développer, y compris en Europe. L'Europe, pour l'instant, est à contre-cycle. L'Europe continue de se réclamer d'un libre-échange pur et dur, au moment où la plupart des autres grandes entités politiques et géopolitiques mondiales sont en train, au contraire, de se protéger. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'elles se ferment, mais ça veut dire qu'elles contrôlent davantage leurs échanges. Elles pensent d'abord à leurs intérêts. Elles pensent à leurs intérêts nationaux. C'est ça. Ou de blocs. Bon. Chez nous, il y a une vision un petit peu irénique du libre-échange comme vecteur de progrès, et alors qu'aujourd'hui, la grande majorité de ces pays, ma foi, jouent la défense de leurs intérêts nationaux. Et là, il y a une dissymétrie qui s'est créée, dont on souffre, dont on voit qu'on souffre. Alors, y compris peut-être l'Allemagne. Oui, même l'Allemagne aujourd'hui est victime. Peut-être l'Allemagne. Mais alors, Yves Pérez, c'est trop tôt pour le dire, mais il y a eu un ralentissement du commerce extérieur allemand. Est-ce qu'à votre avis, tant que l'Union européenne fonctionne comme elle fonctionne, justement, je vous avais demandé ça par rapport aux marges de manœuvre, est-ce qu'on pourra sortir de cette pas si bonne auberge? Écoutez, c'est très difficile. J'ai essayé de répondre par 3 scénarios dans mon livre, tout en étant très prudent, parce que ça fait jouer beaucoup de paramètres. Il y a un premier scénario où la France arriverait, si elle en a la volonté politique, à convaincre ses partenaires, et en premier l'Allemagne, à mieux protéger les frontières du marché européen. C'est possible. L'Europe en aurait tout à fait les moyens. Bien sûr, et là, elle représente un bloc relativement cohérent, je dirais, au niveau économique. Ce serait bien sûr le scénario, j'allais dire, optimal, d'une certaine façon. Deuxième scénario, c'est celui où on reviendrait à une monnaie commune, comme l'avait envisagé au départ Philippe Séguin, Édouard Balladur, Jean-Pierre Chevènement, pour ne citer que les Quand vous dites monnaie commune... Monnaie commune, c'est-à-dire une monnaie commune vis-à-vis du reste du monde, mais avec un euro-franc, un euro-Deutschmark, un euro-lire. Oui. Ce n'est pas l'euro tel qu'il est aujourd'hui, c'est un euro nationalisé. Ça veut dire que chaque pays aurait une certaine flexibilité monétaire pour pouvoir justement jouer de l'art monétaire pour amortir les chocs sociaux, les chocs de compétitivité. Pour faire un peu d'évaluation compétitive quand on en a besoin. C'est ça. Ce que les pays du Sud ont toujours fait jusqu'à l'arrivée de l'euro. Et ce que les Allemands ne veulent pas, parce que pour eux, c'est un péché. Et troisième scénario. Le troisième scénario, qui est un scénario à la fois plus pessimiste, sensiblement plus pessimiste, ce serait celui du découplage entre le nord et le sud de la zone euro. Le nord qui reviendrait autour de l'Allemagne à une sorte de nouvelle zone Deutschmark, alors qu'elle s'appelle zone euro préservée ou zone Deutschmark, tout est possible.
et d'autre part, une zone plutôt méditerranéenne, je dirais, autour de la France et de l'Italie notamment. C'est ça. Avec, oui, d'ailleurs, vous dites, il y a une politique méditerranéenne qu'on peut essayer, et avec la Russie aussi. Bien sûr, avec le binôme la France a deux espaces historiques, je dirais. Il y a la Méditerranée, et bien sûr la francophonie derrière. Et la Russie. Et puis la Russie, qui reste un partenaire sous-utilisé. Ce sont des terres de mission. Merci Pérez, restez avec nous. Nous allons, dans quelques instants, parler avec les auditeurs de Sud Radio, qui, je suis sûr, auront des questions à vous poser. Merci beaucoup. Et je rappelle la référence de l'ouvrage d'Yves Pérez, Les vertus du protectionnisme, que vous pouvez vous procurer, vous qui écoutez Sud Radio, dans toutes les librairies, aux éditions L'Artilleur. 0826 300 300, vous prenez la parole, on vous la donne sur Sud Radio, juste après les informations. Est-ce qu'il faut fermer nos frontières commerciales? C'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que le protectionnisme est une bonne chose ou une mauvaise chose? On vous retrouve juste après les informations, tout de suite sur Sud Radio. Protectionnisme, mort d'un enfant, redécoupage de la carte électorale, tout ça, ça vous intéresse, ça nous intéresse, auditeurs de Sud Radio, on vous attend. Et je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de l'invité d'André Berkoff, Yves Pérez, professeur et doyen de la faculté de droit, économie et gestion de l'Université catholique de l'Ouest à Angers, et auteur de ce livre, Les vertus du protectionnisme, publié chez L'Artilleur. 0826 300 300, on donne la parole tout de suite à Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour André, bonjour à votre invité, à toutes et à tous. Voilà, je vous remercie de me donner la parole. Je vous ai entendu évoquer les propos de Monsieur Lagarde. Oui. Qui, pour un salaire en moyenne, d'après ce que j'ai compris, d'environ 12 000 € par mois, se plaignent de faire en 60 heures. D'abord, bon, je ne mets pas sa parole en doute, mais enfin, 60 heures pour un monsieur comme lui, ça me paraît beaucoup. Accordons-lui le bénéfice du doute, Jean-Paul. Exactement. Néanmoins, je voudrais l'inviter. Moi, je suis artisan, je passais ma vie sur les chantiers. Je travaille depuis 48 ans. J'aimerais l'inviter à partager 15 jours du quotidien des artisans et des ouvriers du bâtiment. Voilà, en tant qu'artisan, je fais aussi à peu près 50 heures par semaine, parce que je travaille, et il y a tous les à côté. Et je l'inviterai à venir s'asseoir, comme on fait parfois, sur une marche d'escalier pour manger un sandwich, respirer la poussière, les odeurs des produits, être en pleine chaleur l'été, et parfois le froid l'hiver, les mains dans l'eau, et je vous en passe. Voilà. Peut-être qu'il aurait moins d'arrogance et de mépris quand il parle de la sorte. Voilà. Mais je doute qu'il soit capable de faire des métiers comme ça, ce monsieur. Voilà. En tout cas, Jean-Paul, l'invitation sera transmise à Jean-Christophe Lagarde. Je voudrais vous préciser, s'il vous plaît, que pour un salaire qui n'est même pas du quart du sien. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, c'était important de le dire. Voilà, ça, parce que c'est important de le préciser, parce que si j'avais son salaire, je ne me plaindrais de rien. Et d'ailleurs, je ne me plains pas. Voilà. Non, je sais. Merci Jean-Paul. Invitation sera transmise à Jean-Christophe Lagarde. Il ne serait pas mauvais qu'il place son séance sur une cage d'escalier pour manger un sandwich. Je pense que ça ferait du bien, d'ailleurs, à tout le monde. 0826 300 300, on donne la parole à Françoise sur Sud Radio, tout de suite. Oui, bonjour Françoise. Bonjour tout le monde. Oui, je voulais apporter mon soutien au monsieur qui a tiré enfin sur ces voleurs et qui est en prison parce que j'estime que c'est une victime. Ouais. Et parce que en fait moi j'ai été victime moi-même d'agressions diverses, physiques ou financières, et je pense que si j'avais eu une arme, j'en aurais fait usage afin de récupérer mes biens. Parce que en fait la police, enfin moi j'appelle de Bordeaux, ne fait rien, et donc je pense encourage les délits parce que en tant que victime on est très mal reçu lorsqu'on fait des dépôts de plainte. Ouais. Donc je pense que, bon c'est vrai que tirer et blesser quelqu'un évidemment. Oui, c'est jamais recommandé ni recommandable. Voilà. Mais au moins, je pense qu'il faut réagir puisqu'on n'est pas protégé par l'État. Vous voyez, à Bordeaux, tous les candidats aux élections disent qu'il n'y a pas du tout d'insécurité, tout va bien. Alors que tout le monde sait que c'est pas vrai. Ben non, parce qu'il y a beaucoup d'agressions et même des meurtres à chaque instant.
Et donc, on est quand même obligé, je veux dire, moi, ça me rassurerait, vous voyez, d'avoir une arme, quelque chose pour me défendre, pour réagir, personne ne réagit, ni les transports, ni la police. On ne peut pas quand même supporter tout ça. Et puis, en plus, avec les assurances, vous savez que c'est très compliqué. Bien sûr. Non, mais Françoise, vous posez le problème qui est un véritable problème. Vous savez, nous, on est ici à Sud Radio, on n'est pas tabou, on pose tous les problèmes. Le problème du port d'armes, dans certains cas, doit être posé. C'est vrai qu'il n'y a aucune raison que des gens qui n'ont rien demandé se fassent agresser, voler, voire violer, voire castagner, et sans pouvoir répondre. C'est un vrai problème. La police ne peut pas être derrière chaque citoyen, mais à partir du moment où on sent qu'un certain nombre de gens se sentent le permis de casser, le permis de tuer peut-être, en tout cas le permis d'agresser, eh ben, le problème est posé, et c'est clair que ce problème ne sera pas résolu comme ça, avec des fleurs, avec des poèmes, avec Imagine de Lennon, et avec Vous n'aurez pas ma haine. Il y a un vrai problème qui est posé, et ce n'est pas comme ça qu'on va le résoudre. Merci Françoise. 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Jean qui nous appelle du Gers. Oui, bonjour Jean. Bonjour André Berkos, merci pour vos émissions et bonjour à tout le monde. Merci. Et bonjour à votre invité aussi. Et dites-moi, alors moi je voulais dire 2 mots concernant les élections municipales. Je trouve dommage que le président et M. Castaner aient décidé que les communes jusqu'à 3500 passaient sous des normes plus ou moins masquées de magouille, je veux dire, concernant leur quota à eux d'élection. On aurait pu baisser la zone à 1000 habitants parce que je pense que les communes de moins de 1000 habitants sont les plus nombreuses en France. Et ça aurait été peut-être beaucoup plus équitable. Voilà, mais après c'est seulement une petite remarque. Non, mais... je n'ai pas de colère, mais je trouve ça un peu dommage, que c'est un peu encore du n'importe quoi. Mais c'est la vie. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, ça aurait été mieux les communes de 1000 habitants, effectivement, que les communes de 3500, je suis d'accord. Mais écoutez, c'est pas encore résolu ça, puisque le Conseil d'État doit statuer sur la circulaire Castaner. Interminable débat d'ailleurs sur cette fameuse circulaire. Merci Jean. Tout de suite, on donne la parole à Thierry sur Sud Radio. Allô ? Oui, bonjour Thierry. Bonjour. Oui, bonjour. Juste pour intervenir au sujet du jeune agriculteur qui est en prison. Mais il est vraiment en prison ? Oui, il est vraiment en prison actuellement. Il est en prison. Alors, pardon, bonjour à tous. D'abord, on met des bracelets électroniques à des gens qui sont à petite délinquance. Il faut savoir si celui-ci fait amende honorable, si c'est un bandit, s'il a un casier, s'il a rien de tout ça. Il faut le libérer tout de suite. Il a une famille qui est dans la mouise, il a son entreprise à faire tourner. Après, jugement, pas jugement, il faut le libérer. Il a rien à faire en prison. Ça, c'est scandaleux. D'abord, dans un premier temps, je suis ni juge ni parti. J'ai été cambriolé, moi, une fois dans un commerce que j'avais. 5 fois en 6 mois. Je suis arrivé, j'étais tellement à bout, je suis allé faire le pied de grue devant l'armurerie de l'endroit où je me trouvais. À l'époque, c'était en Ventibes. J'ai acheté un fusil à pompe et des balles en caoutchouc. Quand je me suis vu avec ça entre les mains, je me suis dit jamais je me servirai de ça. Je préfère me faire dépouiller, me faire je sais pas quoi, que de me faire... Puis maintenant, autre chose. J'habite à Bordeaux. La dame disait qu'il y a des meurtres à chaque instant. Bordeaux, c'est une belle ville, on y vit bien, il n'y a pas des meurtres à chaque instant. Oui, faut se calmer un peu. On n'est pas au Moyen-Âge, il faut savoir raison garder, mais ce type n'a rien à faire en prison. Je lui apporte toute ma solidarité, il faudrait peut-être monter quelque chose pour le sortir de là. Ce n'est pas un délinquant, il doit regretter, il doit pleurer tous les jours de se retrouver accusé plutôt que d'avoir eu à se défendre. Bon, il s'est défendu alors un peu d'une manière la victime, un peu... mais oui. Mais il s'est défendu. Attendez, qui dit agriculteur, des fois dit chasseur, donc on a un chasseur, on a une relation avec les armes à feu qui sont peut-être pas aussi précautionneuses que nous, qui n'avons pas d'armes à feu. Mais voilà, il faut faire attention quand on est chasseur, c'est pour c'est pas pour tirer sur des gens pour se défendre. On n'est pas dans un... Non, mais enfin, vous dites vous-même qu'il faut qu'ils sortent de prison. Et tout de suite, immédiatement, c'est scandaleux qu'il y reste. Voilà. Merci Thierry, merci. Je voudrais revenir effectivement avec Yves Pérez au livre aux vertus du protectionnisme. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose, je voudrais qu'on parle un tout petit peu politique, pas politique au sens politicien du terme, de savoir qui va gagner les prochaines présidentielles ou autres. Non, pas de ça. Mais effectivement, est-ce que l'Europe n'est pas
Yves Pérez, par rapport à, vous avez dit, hein, la Chine qui est en train de pratiquer la politique, on sait, l'Amérique de Trump aussi, la Turquie, le Japon, la Russie, bien sûr, de Poutine, on voit bien, tout ça c'est patriotisme, évangélisme, religion, enfin, il y a une prise de conscience de cela. Or, est-ce que ce n'est pas le fait, posons vraiment la question, qu'il n'y a pas de prise de conscience européenne? Le vrai problème, est-ce que l'Europe, on a mis la charrue économique avant les bœufs identitaires? C'est-à-dire qu'au lieu de faire prendre conscience de l'Europe, qu'on faisait partie de l'Europe, on dit oui, bien sûr on fait partie de l'Europe, mais qu'est-ce qui fonde l'Europe? Quelles sont les valeurs? Vous savez très très bien que on ne jouit pas devant une courbe de croissance. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Et on a l'impression, de ce point de vue-là, qu'on est dans une certaine impasse. Oui, alors c'est l'éternel problème d'une Europe fédérale ou crypto-fédérale basée sur l'économie, essentiellement sur l'économie et les droits de l'homme, donc qui reste relativement abstraite pour le tout un chacun, hein, et on comprend. Et une Europe qui soit plus une Europe qui fasse plus de place aux États-nations, aux spécificités nationales, et qui représente un espace de civilisation. Ben oui, mais ça a quand même été ça l'Europe. L'espace de civilisation, il est difficile à séparer des histoires nationales. Oui, mais attendez. Si on gomme un petit peu le national, on gomme un petit peu ce qui fait la civilisation européenne. En tout cas, une partie d'entre elles. Vous avez raison, mais simplement, moi je rappelle ce livre capital de quelqu'un qui vient de mourir, qui est l'écrivain anglais et le philosophe George Steiner. Il a écrit une certaine idée de l'Europe. Et il parle de 3 choses, de 5 choses, dont on ne parle jamais. Il dit, n'oubliez pas que l'Europe, c'est Rome, Athènes, Jérusalem, enfin Jérusalem et le monde. Il y a l'habeas corpus, il y a le fait que l'Europe se franchisse sans désert d'Atacama et sans océan. Il y a le fait que l'Europe s'est construite dans les cafés, et puis il y a l'habeas corpus, la Magna Carta, la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi cette Europe, personne n'en parle, on ne parle que de l'euro? Parce que je pense que il y a 2 choses, hein. Il y a une dévaluation de l'histoire. L'Europe, c'est l'historien François Furet qui avait dit un jour le code de l'Europe, ça n'est pas l'histoire, c'est l'économie. Après, quand l'Europe s'est construite, il y a eu une sorte d'évacuation de l'histoire, parce que l'histoire était trop compliquée, parfois trop brûlante, etc. Donc, résultat, on a choisi le code de l'économie. Et il est évident que le code de l'économie ne peut pas faire... ne peut faire union, ne peut faire corps, oui, absolument. Ça peut être, c'est un outil, c'est un élément, mais ça ne peut pas être le cœur d'une identité, je dirais. Bien sûr. Hein. D'où le malaise actuel, je dirais, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'histoire, on l'a un petit peu mise de côté. Hein, c'est l'histoire des billets de banque de l'euro, où on a sorti des figures géométriques de façon à ne vexer personne. Parce que pas un seul homme d'État, pas un seul... autant de richesses... On avait Pascal avant, on avait Richelieu, on avait tout. Et les autres avaient de la même chose. Mais c'est hallucinant quand même, excusez-moi, c'est hallucinant de ne pas considérer que ça fait partie de la dimension humaine. Nous ne sommes pas des robots avec des tableaux Excel. Oui, je crois qu'on a choisi... il y a une génération qui, depuis les années 80, 70-80, a choisi l'économie. C'était le plus petit dénominateur commun. Et l'euro, c'était le couronnement de ça. Ça veut dire que voilà, on crée un espace économique et ça va servir d'identité. Mais il est évident que l'euro ne peut pas être à lui seul en tant que tel. Oui. Ça ne peut pas. Oui, ça peut pas. C'est-à-dire que vous ne voyez pas des foules absolument extasiées en criant. L'euro c'est moi, quoi. Voilà. Je suis l'euro. Surtout quand les euros dans les poches deviennent plus rares, en plus. Donc ça n'entraîne pas un enthousiasme démesuré. C'est vrai. Non, ce qui est très passionnant, c'est en tout cas que vous avez mis le doigt sur le problème de la mondialisation éperdue. Ce n'est pas ça, et c'est la démondialisation qui sera, et on en avait parlé un peu hors antenne, c'est de même que les staliniens de l'époque, chez nous aussi, considéraient que le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps, eh bien c'est maintenant nos amis, ils considèrent que le mondialisme est l'horizon indépassable de notre temps. Votre livre a montré de façon très très efficace et très forte, et vraiment je le recommande à nos auditeurs, que effectivement le protectionnisme c'est pas mal non plus.
Merci Yves Pérez. Je rappelle que vous êtes professeur de la faculté de droit, économie et gestion de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Je rappelle la référence de votre ouvrage, Les vertus du protectionnisme. C'est publié chez l'Artilleur, que nos auditeurs sur Sud Radio peuvent se procurer dans à peu près toutes les librairies. Merci André Berkoff. On retrouve demain à midi, en direct dans tous vos états sur Sud Radio. Je rappelle que vous produisez toujours d'ailleurs en ce moment au théâtre de Poche-Montparnasse à Paris pour le cabaret politique Ciel Montparis. Exact. La suite de notre journée à l'écoute de Sud Radio. Place aux clés d'une vie de Jacques Pessis qui aujourd'hui reçoit une voix qu'on connaît bien d'ailleurs sur Sud Radio, le chansonnier Jacques Maillot. Belle journée à vous.